Bienvenue sur Sport Mag, bienvenue au Salon des Mers édition 2021 où justement Sport Mag part à la rencontre de différentes disciplines, différents acteurs bien sûr du sport pour évoquer le développement de nos territoires parce que oui, le sport peut bonifier en tout cas la situation au niveau local. Et quel meilleur exemple que la Fédération française de savate boxe française pour évoquer justement comment bonifier par le prisme du sport la situation bien sûr dans nos régions. Et je suis très content en tout cas qu'on puisse parler de savate boxe française parce que c'est vrai que sur Sport Mag, ce sport et cette discipline a souvent été mis à l'honneur à travers des lives, à travers notamment la diffusion de compétitions. Un petit mot bien sûr avec le plateau. On a la chance d'avoir un champion du monde de savate boxe française avec nous, monsieur Ibrahim Konaté, qui est ici. Bonjour Ibrahim, ça va ? Bonjour, ça va et toi? Oui, impeccable, super. Très heureux de vous retrouver bien sûr ici. On rappelle Ibrahim, vous avez pratiqué bien sûr la savate, le karaté, le full contact, le kickboxing, le Viet Vo Dao aussi que vous avez pratiqué. Et puis vous êtes aussi également entrepreneur dans votre vie, c'est-à-dire que notamment à Sarcelles, vous avez monté un club de boxe, la K-Team, on peut le dire ainsi, une ligne de vêtements et plein d'autres projets dont vous allez nous parler bien sûr dans cette émission. À ma gauche, Guillaume Livonen, bien sûr responsable du développement de la savate boxe française. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec vous, on fera un petit peu l'état des lieux aussi, de savoir quelles sont les pistes de développement pour cette discipline à laquelle la France bien sûr est attachée, puisqu'on rappelle que la savate boxe française fait partie du patrimoine culturel français depuis maintenant quelques années. Et on aura l'occasion bien sûr de revenir avec vous. Et puis bien sûr, Aymeric Ponchu, formateur officiel aussi également avec nous. Bonjour Aymeric. Aymeric, on parlait avec vous de l'aspect aussi également formation, de l'aspect, comment peut-être amener de plus en plus de tireurs et de tireuses justement vers le niveau professionnel, comment densifier aussi peut-être la qualité de nos effectifs en France. On aura l'occasion de parler de tout ça. Juste avant, je voulais qu'on fasse un petit mot d'introduction parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ne savent pas qu'est-ce que la savate boxe française. Et pour parler de cette discipline, il faut toujours parler un petit peu d'histoire pour commencer, pour accrocher je trouve les gens. Parce que la savate, c'est d'abord une discipline qui est partie de la rue, de ce qu'on appelait à l'époque les mauvais quartiers, qui est devenu en quelques décennies le sport de l'aristocratie, l'un des sports les plus populaires au XXe siècle, qui a connu une période de moins bien, de somnolence, avant de revenir sur le devant de la scène. Et je crois savoir d'ailleurs que ces dernières années, avant notamment le Covid, la savate boxe française a convaincu beaucoup de Français et Françaises. Moi j'ai essayé de garder quand même du contact avec mes adhérents. J'essaie d'être là peut-être sur d'autres activités ou dans d'autres domaines, parce qu'on ne fait pas que du sport. On est aussi, on les accompagne sur beaucoup de choses. Et du coup, c'est ce qui nous a permis, moi pour ma part, ce qui m'a permis de garder un contact assez fort avec mes adhérents. Alors je vous propose, avant de parler du projet fédéral, ce qui va nous emmener jusqu'à 2024, je propose qu'on s'arrête un petit peu sur ce dont on a commencé à parler avec Aymeric, ces fameuses les valeurs, les 4 E. Et je vous propose d'intervenir en fonction bien évidemment de votre spécificité. Le premier E, bien évidemment, c'est l'éthique, le sport de rigueur, la discipline. Il y a cette notion de combat, mais il y a cette notion de respect, bien évidemment, entre les tireurs et les tireuses. Je ne sais pas qui veut prendre la main sur cette notion d'éthique pour nous parler un petit peu de l'éthique, justement, de la savate boxe française. Je m'y colle. L'efficacité, je pense qu'on la laissera à Ibrahim parce qu'il n'y a pas photo. On ne va pas trahir des secrets, mais voilà. Non, sur l'éthique, effectivement, c'est une des valeurs très fortes. Au-delà, on fait un sport de combat. L'objectif, c'est quand même de nuire et de taper sur l'autre quelque part. Et l'éthique, c'est à quel moment c'est un sport et à quel moment c'est plus un sport. Et nous, notre travail en tant qu'éducateur et aussi au niveau de la fédération, c'est d'expliquer dans les formations, dans les mots aussi qu'on va utiliser, que ce n'est qu'un sport. On est là pour apprendre des choses, pour se dépasser, pour se dépenser. Et voilà, l'éthique, c'est un peu tout ça. Et justement, Aymeric, je me retourne vers vous. Le côté esthétique aussi, également, c'est le deuxième E qui vient juste derrière. C'est vrai que c'est un sport de combat, mais il y a une notion d'esthétique et une notion artistique, en tout cas, qui peut être retenue. Oui, très codifié en plus. C'est par exemple comparé à d'autres box, on doit armer, toucher avec les pieds, la chaussure. La prise de risque, par exemple donner un coup visage ou en bas, c'est pas la même chose. Du coup, donc, comme je disais tout à l'heure, la virtuosité qui est un des critères principaux pour le jugement.
est beaucoup mise en avant. Et c'est vrai que visuellement, il ne serait-ce que de regarder les combats même de Ibrahim, on ressent cette technicité dans les combats aussi, que ce soit en assaut ou en combat, mais voilà, c'est assez vertueux. Et puis l'efficacité, Ibrahim. L'efficacité. Alors ouais, moi je peux parler des 4 E, hein, mais bon, ouais, si vous voulez que j'aborde l'efficacité, c'est vrai que ça... C'est des actions parce que, en fait, encore une fois, vu qu'on s'adresse aussi à un public qui ne connaît pas forcément la savate boxe française, on voit d'ailleurs un excellent combat. C'était du côté de Clermont, ça? C'était pas le KFWC, c'est ça? Je sais plus. C'est ça, c'est un tournoi auquel j'ai participé. Qui regroupait un petit peu les champions de diverses disciplines. En fait, les meilleurs de chaque discipline se regroupaient en savate pro pour faire un tournoi. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez aussi le constater, moi je suis aussi concerné par cette valeur d'éthique, parce que bon, j'ai énormément de respect pour les combattants que je rencontre. Et je le témoigne comme je peux et dès que je peux. Parce que monter sur un ring, c'est déjà un combat. Et je pense que voilà, on se doit de respecter son adversaire et tout comme son adversaire, on se doit de nous respecter. Et le combat, ça se passe pendant les rounds. Après, c'est fini, quoi. Donc voilà. Après, bien évidemment. C'est le plus efficace qui gagne. Et pour être efficace, faut cogner. Donc voilà. Il y a l'aspect, bien sûr, le dernier E éducatif. Et là, je me retourne, bien évidemment, vous pouvez prendre la parole à chaque fois quand vous le souhaitez, mais vers vous, Aymeric, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que la savate fait du bien au corps nécessairement. Vous ne devinerez jamais, d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, vous ne devinerez jamais l'âge d'Ibrahim, l'âge réel d'Ibrahim, preuve que la savate fait vraiment du bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça développe beaucoup d'aspects, on va dire, physiologiques et ça permet justement le développement aussi du corps humain, notamment chez les plus jeunes, j'imagine, Aymeric. Oui, énormément. Et le système fédéral, surtout avec la Commission nationale jeune, développe beaucoup cette partie-là. Chez l'enfant, ça permet de se développer, donc que ce soit bien sûr par la pratique, la collaboration, enfin de travailler avec d'autres jeunes, de partager, et par le côté formatif. Si je regarde un peu Guillaume, c'est parce que donc il est aussi à la Commission nationale jeune et ils ont conçu des systèmes formatifs assez complexes, enrichis, qui permettent vraiment à l'enfant de se développer, de gagner en expérience. Par exemple, je prends l'exemple du jeune officiel. On devient jeune officiel dans une ligue, après on passe l'examen, enfin la formation fédérale. Après, derrière, on peut devenir délégué officiel, c'est-à-dire responsable, superviseur d'une compétition, et ce qui rentre, entre guillemets, dans le programme de jeunes dirigeants. Donc ça implique les enfants, ça les aide à se développer, et c'est un peu les atouts qu'on a sur ça. Si je peux rajouter, on n'est pas tous égaux par rapport à la performance sportive. Ce que vous avez vu comme combat d'Ibrahim, il n'y en a pas beaucoup. La masse de nos licenciés, ils font du loisir, ils font de l'assaut, quelques-uns font du combat et quelques-uns sont à un niveau bien supérieur. Et on ne sera pas tous champions, mais par contre, on peut tous apporter notre pierre et chez les jeunes, c'est ce qu'on essaie de leur faire passer. Ils ont quelque chose à faire. L'UNSS est très très forte là-dessus, on s'est aussi calé un petit peu sur ce qu'ils font. L'idée, c'est de donner de la responsabilité à chacun en fonction de ce qu'il a envie et de ses capacités. Et du coup, il y a des jeunes qui s'éclatent en étant jeunes officiels, ils sont super contents de se retrouver. On les voit championnat de France, ils ne vont pas être champions de France. Mais par contre, ils ont participé et ils ont mis leur pierre à l'édifice et sans eux, on ne pourrait pas le faire. Et du coup, c'est hyper valorisant pour eux aussi. Et vous connaissez bien sûr l'adage qui est bien connu dans une autre discipline. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est à peu près le résumé en tout cas de ce qu'on pourrait dire. Parlons du projet fédéral 2020-2024. On est sur une nouvelle Olympiade. Et du coup, la première question avant de rentrer dans le vif du sujet de ce projet fédéral, on sait que la savate avait été en démonstration aux Jeux Olympiques de 1924. Quand Paris a obtenu les JO de 2024, il y avait cet espoir de se dire est-ce que justement on ne va pas pouvoir imposer la savate boxe française dans nos Jeux Olympiques qui vont avoir lieu dans 3 ans? Où est-ce qu'on en est, à ce niveau-là? Est-ce que l'espoir est vain désormais définitivement? L'espoir est un peu vain malheureusement. Le CIO et le CNOSF, le CIO surtout, a fait un autre choix de sport pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Et
c'est des sports qui avaient aussi leur... S'ils sont représentés au JO, c'est qu'ils méritaient. On n'a peut-être pas démérité, mais voilà, on n'a pas été choisi. Bon, c'est pas grave, on va se développer quand même. On a d'autres arguments à apporter. Et puis, on retentera le coup peut-être plus tard. Parce qu'on a eu beaucoup de disciplines autour de ce plateau qui sont olympiques. Qu'est-ce qui fait la différence entre une discipline olympique et une discipline qui n'est pas olympique dans le développement notamment d'une fédération et d'une pratique? Alors, il n'y a pas forcément de règles parce qu'il y a des disciplines olympiques qui sont très confidentielles. Donc, il y a l'histoire. Il y a peut-être si on était resté en 2024, on y serait peut-être toujours. Il y a le poids de la fédération aussi, en tout cas de la discipline dans le monde. Il y a d'autres aspects politiques aussi qu'on maîtrise malheureusement moins. Donc, et aujourd'hui, on est quand même dans un système mercantile qui fait qu'il y a aussi des intérêts qui vont bien au-delà du sport et sur des aspects sur lesquels aujourd'hui clairement on ne les maîtrise pas. Très clairement. Alors parlons de ce projet fédéral 2020-2024, le CAP, cette réflexion collective, cette feuille de route pour, je cite, offrir une organisation plus lisible et rendre les actions plus cohérentes. Il y a donc 4 grandes thématiques autour de ce projet fédéral appelé Avenir 2024. Parlons de l'information quand même, se former. On me disait, en préparant cette émission, Guillaume, on disait que c'était la chose régalienne à laquelle bien sûr la fédération a l'habitude de faire. Toutes les fédérations ont l'habitude de faire. C'est quoi les objectifs à travers cette formation? On a dit c'est pas uniquement, et vous avez commencé je pense à en parler tout à l'heure, c'est pas uniquement former des tireurs et des tireuses, c'est former on va dire tout un corps de métier pour accompagner justement ces sportifs de haut niveau. Alors c'est effectivement... toutes les fédérations font de la formation puisque on est une fédération délégataire, donc c'est aussi dans nos prérogatives. C'est aussi un intérêt dans le développement parce qu'on ne peut pas avoir des champions sans avoir des gens qui soient formés à les encadrer. D'ailleurs, Émeric et Ibrahim sont en ce moment en train de passer un DES. Donc du coup, c'est toute la chaîne en fait, de valeur. C'est former des entraîneurs, c'est former des officiels. C'est faire en sorte de former des tireurs aussi. Il y a des spécialisations aujourd'hui de soins aux tireurs, de préparation mentale qui permettent, on va dire, d'avoir un écosystème et un maillage qui soit efficient. Et c'est formé même jusqu'au bénévole en fait, jusqu'au bénévole qui va accompagner le club, qui va aider bien sûr à l'événement. Émeric, il y a un pôle France, il y a une filière de haut niveau bien sûr de la savate boxe française, c'est au CREPS, rattaché au CREPS de Toulouse. Racontez-nous un petit peu le projet de formation justement pour les 4 ans à venir dans ce projet fédéral. Sur ce point-là, je pense que Guillaume est beaucoup plus à même que moi. Je vais répondre parce que c'est plus... alors ça dépend de la direction technique nationale. C'est l'État qui nous aide aussi, qui nous accompagne sur ces projets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les jeunes qui rentrent, même les moins jeunes qui rentrent dans ce filière-là, ils ont forcément un double projet. Ils ont un projet de formation et un projet sportif. Sinon, ils ne restent pas, ils ne sont pas pris dans ces structures-là. On avait plus de pôles avant, on en a moins parce que y a eu des restrictions de budget, on va dire, au niveau de l'État. Mais en tout cas, c'est une des filières d'accession et de haut niveau. Ça permet à des gens de s'entraîner jusqu'à 2 fois par jour. Vous vouliez rajouter quelque chose, je crois, Émeric, tout à l'heure, je vous ai coupé, excusez-moi. Oh non, pas de souci. Pour aller plus loin sur ce que Guillaume vient de dire, moi je suis un peu plus sur le terrain, moins en haut à la Fédé. Et sur le terrain, justement, c'est un système de motivation. Quand les jeunes, moi je vois mes jeunes ou même mes adultes, quand ils voient le pôle France, les formations qu'ils ont offertes, toute la structure, ça leur donne envie de se développer. Moi je sais que dans un de mes clubs, c'est un des éléments principaux. On essaye d'aller développer le bénévole, comme vous disiez, ce qui est un peu d'ailleurs le cœur de mon projet de DES. Et d'ailleurs, pour information, Guillaume aussi est en cours de formation avec nous. Et justement, valoriser le bénévole, c'est important. Et que ce soit, il y a plein de systèmes, plein de possibilités. Mais mettre en valeur son implication, reconnaître son implication, et automatiquement, ça donne envie de continuer, ça donne envie à d'autres de s'y mettre. Et c'est ce qui fait aussi un peu l'émulation générale de la chose. Là, clairement, et puis un sentiment, j'imagine, d'appartenance aussi à une grande famille, à une discipline. Des différences, mais l'appartenance à une même fédération. Ibrahim, vous connaissez bien cette partie justement former et se former parce que vous êtes en train de vous former, on l'a entendu bien sûr avec Émeric, et parce que vous formez et vous traitez justement à travers tous les projets, et d'ailleurs c'est l'occasion peut-être d'en parler,
tous les projets que vous avez montés à Sarcelles, il y a cette notion justement de boxe, de savate, mais d'éducation par ce prisme-là, par ce biais-là. Oui, moi c'est quelque chose qui me semble essentiel et important parce qu'on est en train de former, les futurs citoyens de demain en fait, enfin des citoyens de demain. Donc du coup, le travail il commence maintenant. Après c'est trop tard. La communication, c'est quelque chose d'important, c'est l'un des gros points aussi de ce projet fédéral. Il y a une chose sur laquelle c'est un sujet moi qui me passionne personnellement, pas la communication, mais ce qui vous arrive. Vous êtes boudé par la télé, il faut le dire. On ne voit pas de savate, on ne voit pas assez de savate à la télé, pourtant c'est un sport qui est spectaculaire. Sport Mag l'a diffusé. La Fédération française de savate boxe française a justement fait l'effort aussi d'investir dans le streaming, d'être maître de son propre outil. Est-ce que ça fait partie justement d'un axe à développer sur les 4 ans à venir? Est-ce que justement ça peut même être une solution quand on est boudé, quand on a une discipline qui est boudée par la télé? C'est un tout, alors boudé, oui, mais peut-être qu'on est aussi un peu responsable de ça. Il n'y a pas non plus que les télés à blâmer. Le choix de la fédération, ça a été effectivement de devenir un peu plus maître de ces images et de pouvoir diffuser un peu plus librement son contenu. Et on en discutait avec vous d'ailleurs, on a des très bons retours d'audience sur des compétitions, notamment sur la compétition où Ibrahim a boxé, mais on en a plein d'autres où il y a du monde, les gens regardent et c'est intéressant. Et en plus, l'avantage pour nous, c'est qu'on peut mettre en avant des gens qui remplissent, on va dire, les 4 E. Ouais. Et ça, c'est génial pour nous. C'est vecteur, bien sûr, d'une très très belle image. Est-ce que du coup, du côté événementiel, du côté marketing, ce que je lisais dans le projet fédéral, vous voulez aller un petit peu plus loin? Comment ça pourra se matérialiser? Est-ce que c'est à l'étape de réflexion pour le moment ou est-ce que vous avez déjà des pistes pour développer? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet de développement pour une fédération, c'est une feuille de route. C'est faire un état des lieux, on l'a fait, et puis réfléchir avec les élus, et puis avec d'autres, les structures aussi déconcentrées. Qu'est-ce qu'on veut faire et où on veut aller. Et donc le projet fédéral, c'est où on veut aller. Donc il y a des choses qui sont déjà enclenchées, puis il y a des choses, c'est en cours de réalisation, et puis d'autres qui seront réalisées peut-être qu'à la fin, et peut-être qu'on n'aura pas les moyens. Mais en tout cas, on se fixe des objectifs importants. Je pense que les sportifs de haut niveau, c'est pareil. Si on vise haut, on va haut. Si on vise pas haut, on va avoir atteint assez vite ses limites, quoi. Avoir de l'ambition, bien évidemment. Faire rayonner les disciplines, ça aussi, c'est un maître mot important. Est-ce que ça veut dire, et je vais comparer, je vais mettre les mots tout de suite, on va comparer par exemple avec le judo, qui est très présent à l'école. Comment ça se fait que la savate ne soit pas plus importante dans notre système éducatif? C'est un sport français, c'est un sport qui fait partie de notre patrimoine, c'est un sport, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a plein de vertus, on va dire, pour le corps et pour l'esprit. Est-ce que c'est là aussi l'ambition et l'objectif de faire rayonner un petit peu plus la savate, c'est-à-dire de la faire pratiquer directement en milieu scolaire? Alors, elle est pratiquée en milieu scolaire, mais c'est encore un problème de communication où on n'en parle peut-être pas assez et on devrait en parler plus. Ibrahim ou Emric, ils interviennent dans des écoles avec des jeunes. Donc oui, on est présent aussi dans le cursus pour les professeurs de PS. On est au CAPEPS, voilà, et les profs de PS ont le droit d'enseigner notre discipline dans leurs cours. Donc non, on est présent, il n'y a pas de souci. On est moins visible, mais ça c'est un problème de communication. D'ailleurs, actuellement aussi, la partie canne de combat est en train de développer tout un projet scolaire UNSS pour pouvoir aussi s'inscrire dans comme la boxe française au sein des écoles. C'est une discipline qui d'extérieur paraît très technique. Comment justement ça se passe, on va dire l'approche et l'initiation, on va dire, à la savate? Quels sont les retours justement quand vous êtes avec des petits qui découvrent cette discipline? Parce que c'est vrai que d'extérieur, on voit d'ailleurs des images. On se dit ouais, c'est pas en 1 ou 2 entraînements que je vais réussir à lever le pied comme Ibrahim ou voilà, avoir cette souplesse, cette agilité. Comment ça se passe d'ailleurs? Peut-être ça donnera envie à des gens de s'y mettre. Comment on fait une initiation à la savate? C'est quoi les premiers rudiments qu'on apprend aux personnes? Alors moi, pour être éducateur sportif et j'interviens dans les écoles, moi mon approche elle est simple, c'est que dans un premier temps, je leur apprends à toucher avec des coups. Donc des coups, c'est codifié, donc des directs, des fouettés. Je leur donne les notions techniques. Ils le voient de façon statique dans un premier temps. Et ensuite, je leur demande de bouger et d'essayer de toucher avec ces fameux coups. Par contre,
il y a une règle essentielle, c'est la sécurité. Bien sûr. Il est important de toucher et non pas de taper. Donc du coup là ça appelle à de la maîtrise. Et là pareil, j'essaie de leur inculquer de ça de manière ludique, c'est-à-dire que l'idée c'est, je fais souvent référence au chat. Quand je touche quelqu'un en faisant un chat, eh ben, je touche mais je ne suis pas touché derrière parce que sinon je redeviens chat. Et ben, j'essaie de faire la même chose avec les coups en fait. J'essaie de toucher sans faire toucher. Et là tout de suite quand ils abordent ça de manière ludique, ben, en fait tout doucement j'arrive à introduire la discipline et sans s'en rendre compte des fois. Voilà, je vois des choses extraordinaires, je vois vraiment des belles choses. J'imagine, ouais, en tout cas une belle découverte. Dernier point de ce grand projet fédéral. Un point en 3 mots, innover, développer, diversifier. Est-ce que quelque part, l'un des enseignements de cette crise du Covid, je pense que vous étiez déjà au courant avant, mais c'est qu'il va falloir peut-être faire un effort dans la structuration des clubs. On sait que malheureusement, il y a des clubs qui ont été victimes de cette crise. Comment justement accompagner la structuration de ces clubs? On pense toujours à la question de l'argent, mais c'est aussi un accompagnement, on va dire, humain, de formation, d'accompagnement. Je ne sais pas qui peut prendre la main sur ce sujet-là, Ibrahim. Moi, je pense que, moi, j'ai toujours voulu associer le sport à la culture parce que pour moi, un boxeur, il est intelligent. Et là, notamment, je travaille avec un dispositif qui s'appelle le PRE, Programme de réussite éducative, à travers lequel je récupère des jeunes qui sont en voie de déscolarisation et j'essaye de les remobiliser grâce à la savate. J'ai monté aussi un projet qui s'appelle Boxe avec les mots, mais MAUX. Ouais. À travers lequel on essaye d'aborder des sujets, lutter contre le harcèlement à l'école. Et on a à la fois la notion, à travers des activités sportives et à la fois des activités d'éloquence. D'ailleurs, le parrain de ce projet, c'est Bertrand Perrier, avec qui je travaille beaucoup sur le sujet. Et voilà, à côté du sport, on essaie d'apporter d'autres choses. Un autre accompagnement de façon à si vous voulez, un petit peu déjà promouvoir un peu la discipline aussi et montrer que justement à travers une discipline on peut aussi trouver d'autres perspectives. Pardon. Et même à travers la discipline, dans les projets que vous venez de nous expliquer, vous inculquez des valeurs citoyennes, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le même rôle que l'école, quelque part. C'est-à-dire, on revient à ce rôle éducatif, ce rôle d'accompagnement. Complètement. Nous, on est en tant qu'entraîneur, moi, je me présente souvent aux parents comme un relais éducatif. C'est-à-dire que votre enfant, il est à vous quand il est à la maison et quand il est au sport, c'est le mien. En fait, je l'adopte. Et j'essaie de lui apprendre les valeurs dès le plus jeune âge. C'est tout bête, mais par exemple, j'interdis aux parents, des fois, qui venaient, plus maintenant, mais qui venaient assister aux cours. Souvent, ils avaient pour habitude, quand leur enfant avait soif, de sortir la bouteille d'eau et de leur donner à boire. Je leur dis non, je suis en train d'éduquer votre fils à boire tout seul. Donc voilà, c'est l'histoire du pêcheur qui est sur son bateau. Je veux pas de ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Donc voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est vraiment de les rendre autonomes. Et les parents sont super réceptifs et ils comprennent complètement. Et d'ailleurs, j'ai souvent des parents qui me disent merci pour ce que vous avez fait parce qu'aujourd'hui, mon fils, il grandit. Ouais, il voit l'évolution et bien sûr le développement. Émeric, quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, là je voudrais revenir un peu sur les officiels. Être officiel jeune, c'est aussi déjà, premièrement, connaître les règles, mais aussi les faire appliquer. Et faire appliquer les règles et les connaître, ça permet aussi de se former, de se former bien sûr, mais d'éduquer l'enfant et de lui permettre de se développer dans son... Voilà, c'est pour aller un tout petit peu... Et on est vraiment dans le développement bien sûr de soi. Il y a un dernier point et on conclura là-dessus qui est très important que j'ai lu là, dans le projet fédéral, lutter contre les violences dans le sport. C'est souvent un tabou d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Pourquoi ce point est fondamental justement dans ce projet fédéral de quelle violence particulièrement il est question Je vais juste expliquer un petit peu, c'est aussi dans les choses un peu régaliennes que les fédérations doivent mettre en place, c'est des plans de lutte. On est moins concerné parce qu'on a un sport de combat et qu'on se tape déjà dessus sur le ring ou à l'entraînement.
Pour ma part, j'ai rarement vu des débordements. Bien Il y en a, ça arrive. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que fédération, pour lutter justement contre ces phénomènes-là, contre les supporters qui vont venir peut-être Bien sûr. invectiver, des choses comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, on est concerné. De toute façon, de la violence dans le sport, il y en a comme dans la société. Peut-être que nous, on est moins impactés, nous, directement, parce que les règles qu'on inculque à nos tireurs, à nos jeunes, elles les obligent aussi quelque part à respecter les autres. Et puis c'est un point qu'on néglige souvent, mais à travers le sport, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Moi, je l'ai vu, j'ai travaillé avec des IME, avec des enfants, des jeunes qui étaient borderline. Mais on fait des choses, on se prend pour un magicien parce qu'avec le sport, avec la parole, et quand tout ça c'est bien fait, eh ben, on arrive à vraiment sauver des vies. Là, ça va au-delà de ça, on sauve des vies en fait. Parce qu'on en a qui sont borderline. Et une petite intervention, un petit quelque chose, en fait, c'est comme une baguette magique. Tu changes sa vie en fait. Et du coup, c'est tout l'intérêt de continuer un petit peu notre projet quoi. Ce sera ma dernière question et on conclura là-dessus. Vous savez qu'on est en période présidentielle, c'est en lien avec exactement ce que vous venez de dire, Ibrahim. On est en période de présidentielle, pardon. Chaque candidat va aller taper pour dire ça va pas, il y a ça à faire mieux, ça ne fonctionne pas, etc. Ça va être des débats, etc. etc. Est-ce que justement, à toutes ces problématiques qu'on va entendre dans les semaines à venir et qu'on entend déjà depuis quelques mois, est-ce que le sport n'est pas la meilleure des réponses? Et quand je pense au sport, je pense aussi à la savate boxe française parce qu'avec tout ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on peut régler quelques problèmes. Comme vous l'avez souligné, il y a un gros problème de communication. Ça commence par là. Si les gens avaient écho de tout ce qui était fait en boxe française et tous les bienfaits, je pense qu'ils se tourneraient plus vers le sport et vers notre discipline. Parce qu'on fait vraiment, enfin moi pour ma part, c'est vrai que j'aime bien travailler dans l'ombre, mais moi je vois des choses, je suis heureux, mais vraiment heureux quand je rentre chez moi et que je vois ce que j'ai réussi à procurer. Donc je pense que, je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que il y a une bonne piste, une bonne piste dans ce sens-là. Je pense que c'est une très belle conclusion. Faut pas tout attendre du sport, mais en tout cas, le sport, ça permet de faire des belles rencontres et on en fait tout au long de sa vie. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont rencontré Ibrahim à Sarcelles, mais son parcours ont fait que peut-être qu'ils sont projetés. On a tous dans notre vie de sportif ou dans notre vie personnelle rencontré des gens qui à un moment nous ont tirés en haut et nous ont fait devenir des hommes ou des femmes et d'avoir envie aussi de partager. Et je pense que c'est cette notion de partage et de chemin que le sport et notre discipline humblement essayent de tracer. Émeric, le mot de la fin pour vous. J'en pratique depuis que j'ai 5 ans, donc on peut dire que la boxe française m'a un peu construit. Je sais qu'aujourd'hui, je ne serai pas entrepreneur ou entraîneur, ou là je donne des cours à des autistes de boxe française. Je sais que tout ça, je ne l'aurais jamais fait sans la boxe française. Ça a été un cadre pour ma vie, entre guillemets, et je sais que sans ça, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est vrai que je connais beaucoup de monde, Ibrahim ou d'autres qui sont dans mon cas, Axel, enfin beaucoup de gens qui viennent d'endroits et qui ne sont pas forcément super développés et que ça les a construits, permis à se développer. Voilà. Merci à tous les trois en tout cas. Guillaume Livonen, responsable du développement de la savate boxe française. Ibrahim Konaté, ça va durer longtemps si je dis tout ce que vous êtes, mais champion du monde de la savate boxe française. Je rappelle la CATIM, bien sûr, les différentes boxe avec les mots, vous en avez parlé tout à l'heure, vos différentes initiatives, notamment du côté de Sarcelles, et puis Émeric Ponchu, bien sûr, entrepreneur, formateur et bien évidemment grand artisan, on l'espère, de la réussite de la boxe française et de la formation justement de tous les encadrants dans les 4 années à venir. Bon courage pour cet avenir 2024, j'espère qu'il sera radieux et j'espère qu'on vous retrouvera très rapidement sur Sport Mag pour de la compétition parce que ça c'est aussi ce qu'on aime beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous.